Kofi Annan est à Abidjan pour présenter le dernier rapport de l'organisation Africa Progress Panel dont il est le président. Il recommande entre autres d'augmenter les investissements, notamment dans les énergies renouvelables, l'objectif étant d'améliorer la fourniture d'électricité en vue d'accélérer la croissance des pays africains. Il y a un an, à Grand-Bassam, le 13 mars 2016, des terroristes ont ouvert le feu sur la plage de Grand-Bassam, donc faisant 19 morts. Une journée d'hommage s'est déroulée hier 13 mars sur les lieux du drame en présence du vice-président de la République, suivi à 12h45 d'une minute de silence. Au Niger, l'opposant Hama Amadou a été condamné à 1 an de prison ferme hier lundi à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les juges de la Cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des bébés nigérians. Le procès s'est déroulé en l'absence du principal accusé Hama Amadou et de ses avocats qui ont boudé l'audience. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu hier 2 personnalités. L'ancien président de la République fédérale d'Allemagne et Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Ce dernier est à Abidjan pour présenter le dernier rapport de l'organisation Africa Progress Panel dont il est le président. Un rapport qui invite les gouvernements africains à se mobiliser afin de relever les défis liés à l'accès à l'électricité. Quant à l'ancien président allemand, il est venu inviter la Côte d'Ivoire à prendre part au prochain sommet du G20 en Allemagne, sommet en marge duquel la chancelière allemande Angela Merkel aura une rencontre importante avec les dirigeants africains. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abola. Publié ce lundi à Abidjan, le dernier rapport de l'organisation Africa Progress Panel intitulé « Lumière, puissance, action, électrifier l'Afrique », 620 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Une situation qui ne doit plus perdurer selon Africa Progress Panel dirigé par Kofi Annan. En rencontrant le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, Kofi Annan lui a fait part des propositions contenues dans ce rapport. Pour l'essentiel, Africa Progress Panel invite les gouvernants africains à exploiter toutes les sources d'énergie disponibles afin de réduire le déficit énergétique du continent. Le rapport parle de l'importance de l'électricité pour l'Afrique, comment ça peut nous aider à créer d'emplois, améliorer la santé et l'éducation des gens. On a parlé des énergies renouvelables, avec les solaires, les vents. Évidemment, il y a les réseaux nationaux, mais si les gens attendent que les réseaux nationaux arrivent chez eux, parfois ça prend beaucoup de temps. Donc on cherche une certaine flexibilité pour pouvoir aider la population. S'agissant de l'entretien entre l'ancien président allemand Horst Köhler et le vice-président ivoirien, il a porté sur la coopération allemande avec les États africains. Une coopération que l'Allemagne, qui assure la présidence tournante du G20, souhaite intensifier. À cet effet, une rencontre entre les dirigeants africains et la chancelière allemande aura lieu en marge des travaux du prochain sommet du G20 qui se tiendra en Allemagne. Le gouvernement allemand a décidé d'avoir une collaboration beaucoup plus étroite avec les pays africains par le biais d'un programme qu'ils vont appeler Compact avec l'Afrique et en particulier avec la Côte d'Ivoire. Lors de mon entretien avec le vice-président, nous avons utilisé une citation du président Gorbatchev qui s'applique parfaitement à la situation, dans laquelle il disait que les investisseurs qui viennent trop tard seront punis. Je retourne donc en Allemagne pour passer le message à mon gouvernement et aux investisseurs pour leur faire comprendre l'urgence et l'importance donc de venir investir en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement. C'est la ville de Hambourg qui accueillera les 7 et 8 juillet 2017 le prochain sommet des 20 premières puissances économiques. Africa Progress Panel, nous en parlions tout à l'heure, est un groupe de personnalités issues des secteurs publics et privés qui œuvrent en faveur du développement de l'Afrique. Son président Kofi Annan fait des recommandations, entre autres, augmenter les investissements, notamment dans les énergies renouvelables. Objectif, améliorer la fourniture d'électricité en vue d'accélérer la croissance des pays africains. L'enseignant Bakayoko nous en dit plus. Selon le rapport présenté par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, près des 2 tiers de la population africaine, soit 620 millions de personnes,
n'ont toujours pas accès aux services d'électricité fiables, durables et moins chers. Ce déficit nous empêche de nous développer économiquement, de créer des emplois, d'avoir un développement agricole, de nous industrialiser et d'améliorer d'autres secteurs. Nous plaidons en faveur des options alternatives pour que personne ne soit laissé pour compte. Chaque besoin doit décider des technologies les plus efficientes. Mais les combustibles fossiles ayant montré leurs limites, le rapport préconise des investissements massifs dans les énergies renouvelables telles le solaire, l'éolienne et l'hydraulique. Sur ce chantier, les gouvernements africains doivent prendre le leadership par l'instauration d'une réglementation qui encourage le secteur de l'énergie à exploiter efficacement son potentiel. Nous exhortons tous les gouvernements à mettre sur pied des plans intégrés, des politiques adéquates pour assurer cette transition énergétique en Afrique. Le succès des pays tels la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Maroc, le Rwanda et l'Afrique du Sud nous montre ce qui est possible avec de la détermination et de la durabilité. En 2017, le portefeuille projet à financer au niveau du secteur énergétique par la Banque africaine de développement s'élève à 3 000 milliards de francs CFA. Jay Ireland, le président directeur général Afrique de General Electric, a été reçu hier après-midi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au centre des échanges, les investissements du géant américain dans plusieurs domaines, notamment la santé et l'énergie. Justine Seydjike. Une rencontre porteuse de fruits pour la Côte d'Ivoire puisqu'il s'agit des investissements du géant américain General Electric en Côte d'Ivoire. Le président directeur général Afrique de General Electric a partagé avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les investissements que son entreprise compte faire dans les domaines de l'énergie et de la santé. Nous citons toujours la Côte d'Ivoire en exemple et nous pensons que la Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs modèles en Afrique à cause de la réglementation et de la capacité d'exécution en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui sont en lice avec le secteur privé. Nous suivons ces différents projets-là et nous pensons que l'ambition de la Côte d'Ivoire d'être le hub énergétique pour la zone est faisable et General Electric va jouer sa partition sur l'ensemble de ces projets. Au niveau de la santé, nous travaillons à réhabiliter et équiper des hôpitaux. Donc l'idée est de ramener et de relever le plateau technique en Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait au niveau du Kenya. Donc nous travaillons avec les équipes de la primature et du ministère à l'idée de voir comment est-ce que cela peut être réplicable au niveau de la Côte d'Ivoire. General Electric a ouvert le bureau régional pour l'Afrique francophone de son entreprise à Abidjan en 2016. Elle investit dans plusieurs domaines, notamment l'eau, le transport ferroviaire, l'aviation et les industries extractives. Le montant de ces investissements est estimé à 30 000 milliards de francs CFA. Le temps s'était arrêté il y a un an à Grand-Bassam, le 13 mars 2016, à 12h45, quand des assaillants ont ouvert le feu sur la plage magnifique de la station balnéaire. Le bilan humain a fait état de 19 morts. Une journée d'hommage s'est déroulée hier, 13 mars, sur les lieux du drame. À 12h45 précisément, l'heure où tout a commencé, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, accompagnés de plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales, se sont réunis devant l'hôtel Étoile du Sud pour déposer une gerbe de fleurs face à la plage. Affluence de blancs vêtus ce lundi 13 mars 2017 sur le site de l'Étoile du Sud en hommage aux victimes de l'attaque terroriste survenue un an plus tôt, le dimanche 13 mars 2016 à Grand-Bassam. L'onde de choc provoquée par la lâche tuerie qui a fauché 19 personnes venues se détendre au bord de la mer ne s'est pas encore dissipée. En témoigne la mobilisation suscitée par la cérémonie commémorative organisée ce 13 mars 2017 sur la plage de Grand-Bassam par le gouvernement. Parents des victimes et aussi une foule d'hommes, de femmes et surtout de jeunes venus tous commémorer ce douloureux souvenir et signifier par leur présence leur rejet du terrorisme. Mobilisation également des autorités politiques, solidaires face à l'ennemi commun
qu'est le terrorisme. Depuis le 13 mars 2016, soutient le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, plusieurs arrestations sont intervenues et les enquêtes se poursuivent. Aujourd'hui, grâce aux éléments d'enquête précis de l'attentat de Bassam, nous sommes arrivés à mettre des noms sur la chaîne de commandement qui a conçu et opéré à Bassam. Et de cette chaîne-là et de la cellule dormante qui la supportait, il y a 38 personnes qui ont été arrêtées. Et je pense que c'est de là vient le fait que nous avons réussi à nous prémunir de notre attentat en un an. Parce que quand la cellule dormante n'est pas identifiée, elle est capable de frapper à tout moment. Et nous continuons à approfondir nos enquêtes pour élargir cette toile. Ces enquêtes ont permis des arrestations au Sénégal, au Mali et au Burkina. Ce que je peux également dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons arrêté le patron de Kounda Dala, celui qui l'a mis en mission. Donc par rapport à cela, les autorités maliennes sont en train de faire des investigations et cela nous permettra d'aller encore plus loin et de réduire leur capacité de nuisance. La cérémonie était conduite par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, entouré du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, du président de l'Assemblée nationale Soroki Bafori Guillaume, des ministres du gouvernement, des autorités préfectorales, des élus, des autorités coutumières, des autorités religieuses. Ultime moment de cette commémoration, le dépôt de gerbes de fleurs en la mémoire des victimes par le vice-président, suivi par la sonnerie aux morts, exécutée par les clairons de la garde républicaine. À 12h45 exactement, l'heure où tombaient le 13 mars 2016 les premières victimes de l'attaque terroriste. Minute de silence et de recueillement, décidée par le gouvernement sur l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Commémoration dans le silence. À la fin de la cérémonie, la presse a réussi à arracher quelques mots au vice-président. Vous savez que quand cette attaque a eu lieu, le président de la République est venu très rapidement sur les lieux pour reconforter donc sa population et passer des messages de condoléances et de prompt rétablissement, notamment en ce qui concerne les blessés. Vous savez aussi qu'il a organisé un mois après un hommage aux morts ici à Grand Bassam et après les dispositions pour aider les personnes qui ont donc été victimes et blessées, mais aussi pour aider Bassam à repartir. Je suis heureux de constater que un an après, Bassam est debout, que les gens ne se sont pas laissés abattre par cette attaque terroriste lâche, mais que la vie revient. Donc ce que je peux dire, c'est d'abord des remerciements au président de la République qui a décidé ces commémorations, comme je le disais donc le 8 mars dernier, mais aussi donc de l'appui qu'il a bien voulu apporter pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que quelle que soit la situation difficile dans laquelle on peut se retrouver, il faut apprendre à rester debout, à se battre et faire en sorte que l'espoir et la vie dominent. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont, vous savez, venus ici en son temps pour porter des témoignages de condoléances à la Côte d'Ivoire entière. Il y a aussi donc des délégations qui sont venues porter leurs témoignages. Et je crois que c'est une solidarité qui a été particulièrement forte et que les Ivoiriens ont fortement appréciée. Un an après, le 13 mars 2016, si les populations ivoiriennes ont réappris à vivre sans peur, elles restent à jamais marquées par cette tuerie injustifiée à leurs yeux. Et vous l'avez vu, une minute de silence a été observée, un silence national observé au niveau du pays, notamment dans les administrations ou les écoles, en mémoire des victimes du premier attentat qu'ait connu la Côte d'Ivoire. Direction San Pedro, une minute de silence. Les populations de San Pedro, ville touristique et balnéaire, sont solidaires des populations de Bassam. Elles ont aussi observé une minute de silence à la mémoire des disparus du 13 mars. San Pedro,
de par sa position de deuxième poumon économique, a vu sa sécurité se renforcer avec l'arrivée du CCDO. San Pedro mérite d'être protégé, sans aucune méfiance, sans aucune crainte que les opérateurs arrivent par avion pour que, effectivement, le tourisme également puisse se développer. Le préfet des régions a exhorté toutes les forces présentes dans la région à plus de vigilance. Aux populations, il a demandé de collaborer de plus en plus avec les forces de sécurité. Le samedi 11 mars 2017, le muezzin principal de la grande mosquée de Mans El Hadj Doumbia Dramane a succombé suite à des coups à l'arme blanche portés par le nommé Doumbia Yacouba, 23 ans, piqué d'une crise de démence. Il ne s'agit donc pas d'une attaque terroriste, contrairement à ce qu'une certaine presse tente de faire croire. Le gouvernement présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à toute la communauté musulmane. Le gouvernement condamne l'exploitation tendancieuse de ce drame en violation du respect dû à la dépouille et à la famille. La une du quotidien Soir Info du 13 mars 2017 illustre bien cette volonté de choquer et de traumatiser l'opinion par la narration déformée et sensationnelle de faits sociaux. Le gouvernement invite la presse à plus de responsabilité, surtout en ce moment où la Côte d'Ivoire commémore la douloureuse attaque terroriste de Grand Bassam le 13 mars 2016, fait à Abidjan le 13 mars donc. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre de la création d'un comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public, les organisations syndicales font des propositions. Hier lundi, les responsables de ces organisations étaient au ministère de la fonction publique où ils ont rencontré le ministre Pascal Abinan Kwaku. L'objectif était d'harmoniser les positions. Les précisions de Sylvie Touré. À l'ordre du jour de cette rencontre ministère de la fonction publique syndicat, le projet d'arrêté visant la création du comité de négociation de la trêve sociale. Après analyse du document soumis aux responsables syndicaux, les deux parties ont procédé ce lundi à la validation du projet d'arrêté. Il nous a proposé un projet d'arrêté qui devait donc créer, définir l'attribution, indiquer la composition et le fonctionnement du comité. Nous avons fait nos amendements depuis le mercredi dernier. Ce matin, nous nous sommes retrouvés pour justement adopter et valider donc, le projet d'arrêté. Ce qui a été fait. Un premier pas de franchi qui rassure le ministre Pascal Abinan Kwaku. Nous sommes tombés d'accord sur la mouture définitive du projet d'arrêté que nous allons soumettre à la signature de Monsieur le Premier ministre. À l'issue de cette signature, les syndicats vont nous désigner leurs membres qui vont faire partie de ce comité. Et à partir de ce moment-là, un chronogramme de travail va être élaboré, porté à la connaissance de tous, et le travail commence. Une fois mis sur pied, le comité de négociation de la trêve sociale, comme son nom l'indique, aura pour principale mission d'élaborer les conditions de cette trêve. Objectif, pacifier le secteur public, secoué ces derniers mois par des remous. Dans le domaine des infrastructures routières, le gouvernement exige des entreprises chargées d'exécuter des projets publics des travaux de qualité. Ces mots sont du ministre des Infrastructures économiques, Ahmed Kofi Kwaku, après une visite sur l'autoroute du Nord. Il est allé apprécier l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'axe Tumodi-Yamoussoukro. Francis Boifo. Autoroute du Nord. Axe Tumodi-Yamoussoukro, distance 30 km. Ce tronçon, qui faisait la fierté des automobilistes à l'inauguration de l'autoroute en décembre 2013, est désormais objet de tout commentaire. La raison, la dégradation de la voie à certains endroits. Celui qui ne connaît pas la voie, les deux d'enlever le projeter en brousse et puis tout ça, ça provoque les accidents. Il n'y a pas un suivi technique en tant que tel. Je me demande est-ce qu'il y a eu une analyse même du sol même avant de faire ce genre de réalisation. Donc vraiment c'est décevant. À qui la faute? L'État ou l'entreprise? Les pentes qui ont été faites sont des pentes qui sont plus faibles que ce qu'on avait sur l'ancienne autoroute. Mais aussi, il ne faut pas l'ignorer. Lorsqu'on réalise des travaux,
il y a des acteurs qui sont en face. Il y a l'entreprise d'une part et il y a la mission de contrôle d'autre part. Nous sommes venus ici pour dire à l'entreprise et à la mission de contrôle que ce qui s'est passé auparavant ne sera plus accepté. Coût de réhabilitation de l'axe Tumodi-Yamoussoukro, 10 milliards de francs CFA. Qui payera? L'État ou l'entreprise? Je pense que les responsabilités sont partagées. C'est des choses qu'il faut assumer. Après une visite de terrain à PK 211 et PK 215, le ministre des Infrastructures économiques exige des travaux de qualité. Amédée Kofi Kwaku met en garde les entreprises en charge de l'exécution des travaux sur l'ensemble du territoire national. Nous allons donc, en rapport avec le Premier ministre, je pense qu'on va demander son autorisation pour que les entreprises donc, qui vont réaliser des travaux où des malfaçons vont apparaître et des dispositions soient prises pour que ces entreprises-là ne puissent plus exercer dans notre pays. Il faut attendre 6 mois pour voir le tronçon Tumodi-Yamoussoukro entièrement réhabilité pour le bonheur des usagers. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, lui, était en visite dans la région de Bouaké. Jean-Claude Kwasi a rencontré les populations de Bouaké pour les amener à bannir la violence et adopter un comportement citoyen afin de favoriser le développement de la région et garantir la paix sociale. Déborah Sansou, Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Rencontre avec les chefs traditionnels, les femmes du marché Brobakoté, les commerçants du marché de gros, les travailleurs de la ferraille et les représentants des autres couches socio-professionnelles de la ville de Bouaké. Au centre d'intérêt de cette rencontre, le développement socio-économique de la région de Bouaké. Un développement qui passe par un climat social apaisé. Différentes grèves des élèves, le soulèvement des militaires et des populations avec souvent destruction de biens publics et privés. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a invité les populations de Bouaké à la retenue. Pour Jean-Claude Kwasi, Bouaké doit se départir d'une ville de violence. La paix sociale à Bouaké permettra au président de la République de mettre en pratique le plan Marshall qu'il a prévu pour le développement de la ville de Bouaké. Nous en appelons à tous nos frères et sœurs. Tout ce qu'ils peuvent nous faire comme proposition, comme suggestion, nous sommes preneurs. Nous allons nous réunir bientôt pour dire merci à son Excellence le Président Alassane Ouattara, ce grand bâtisseur. Les autorités politiques et les fils de la région de Bouaké se sont engagés à véhiculer le message du ministre Jean-Claude Kwasi. Ils ont donc exhorté les populations à travailler pour redorer l'image de marque de Bouaké pour qu'elle soit un modèle de paix. Nous allons accompagner ces actions-là en sensibilisant nos frères pour que quelque chose de bon puisse sortir de Bouaké. Mettons-nous ensemble, fils de Bouaké, montrons au président que nous sommes des populations disciplinées et le président fera en sorte que nous ayons sa grâce. Cette rencontre a également été l'occasion pour les populations de Bouaké d'exprimer leur gratitude au président Alassane Ouattara pour la nomination au gouvernement des fils de Bouaké. L'AGFOP, l'Agence nationale de la formation professionnelle, a organisé du 9 au 11 mars dernier un atelier pour faire le bilan de son plan d'action stratégique 2014-2016. Elle a aussi défini les perspectives pour faciliter l'insertion des jeunes en leur permettant d'obtenir un plan décent. C'est le secrétaire chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a présidé les travaux qui ont eu lieu au VITIB de Grand Bassam. Herman Niamia. Après 4 années de mise en œuvre du plan d'action stratégique pour soutenir la politique de l'emploi du gouvernement, l'AGFOP, l'Agence nationale de formation professionnelle, un atelier pour faire l'évaluation globale des actions déjà menées afin de tirer les enseignements et envisager les perspectives pour les années à venir. Au cours des années, nous avons fait des bilans partiels pour évaluer ce plan. Comprenez donc que 3 ans après, il était important que nous puissions nous retrouver pour faire une évaluation de l'ensemble des actions. Cette étape achevée, nous rentrons maintenant dans une nouvelle orientation. Mais celle-ci, elle tient compte de quoi? Elle tient compte du plan de travail du gouvernement, duquel la réforme s'inspire. Président de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a souligné que l'emploi des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien. C'est pourquoi
Il a indiqué qu'il attend beaucoup des conclusions de cette rencontre. Les attentes de nos concitoyens sont énormes. Donc il nous faut aller plus loin dans les réformes, il nous faut aller plus loin dans les actions. Et je peux vous rassurer déjà que vous aurez le Sénat d'État à vos côtés pour vous aider donc dans l'atteinte de l'ensemble des objectifs et des actions que vous allez définir avec l'ensemble de vos collaborateurs. Les conclusions de cet atelier, au dit des initiateurs, permettront de mieux envisager les perspectives pour la période 2017-2020. Restons à Grand-Bassam. Le professeur Joseph Delafosse, directeur coordonnateur du Programme national de la santé mentale, y a animé récemment une conférence sur le thème de l'importance de la santé mentale dans la vie des individus. C'était à l'initiative de la Jeune Chambre internationale Grand-Bassam, engagée dans le développement de la Côte d'Ivoire, en participant à la bonne santé des Ivoiriens. Malika Koulibaly, depuis Grand-Bassam. Comment bâtir une nation prospère avec des individus qui ne prennent plus goût à la vie? Comment préserver sa santé mentale pour être actif et utile à la société? Ces questions sont au centre de la conférence animée ici par le professeur Delafosse, premier responsable du Programme national de la santé mentale. On a tous une santé mentale qu'on préserve de façon inconsciente, qui va nous motiver à vivre pleinement et sereinement. Sans santé mentale, c'est difficile de dire qu'on prend goût à la vie. C'est la santé mentale qui nous fait prendre goût à la vie, qui nous donne des ambitions, qui nous fait apprécier les résultats de nos efforts. S'il n'y a pas de santé mentale, il n'y a pas tout ça, on tombe dans la dépression et les autres troubles psychiatriques. Le bien-être mental est donc le socle d'une société active. L'initiative de cette conférence est pour la Jeune Chambre internationale Grand-Bassam le moyen d'apporter sa pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire. La santé mentale est la partie essentielle même de la personne humaine. Et à la Jeune Chambre, comme dit le 5e vers de notre credo, la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et le 6e vers qui nous dit servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Donc pour nous, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Cette rencontre d'échange sur la santé mentale a réuni dans la même salle parents, élèves et organisations de la société civile. Rappelons qu'en marge de la conférence, la Jeune Chambre internationale Grand-Bassam a fait don de matériel à l'hôpital général de la cité balnéaire. Les sapeurs-pompiers civils de Soubré, en collaboration avec le Conseil régional de la Nawa, viennent de lancer à Grands-Atri une campagne de sensibilisation et d'information des populations sur les feux de brousse. La rencontre a eu lieu la semaine dernière au foyer polyvalent en présence des autorités administratives et politiques. Le compte-rendu est signé Éric Goré. Le Conseil régional de la Nawa renforce sa lutte contre les feux de brousse à travers une campagne de sensibilisation avec à ses côtés les sapeurs-pompiers civils de la ville de Soubré et les agents des eaux et forêts. Les populations ont été entretenues sur ce sujet qui crée beaucoup de désagréments aux planteurs. Elles ont été également formées sur les dispositions à prendre pour éviter d'éventuelles catastrophes dans la région de la Nawa. Une campagne qui va sillonner plusieurs localités de la région, afin de prévenir les feux de brousse dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour être plus prudent, les feux doivent être éteints dans le village comme dans les champs avant le coucher du soleil. Les chasseurs, eux, ne doivent pas allumer le feu dans la brousse. Quant aux fumeurs, leurs mégots de cigarettes doivent être également éteints après utilisation. Cette campagne de sensibilisation contre les feux de brousse a reçu le soutien du sous-préfet et du maire de Grands-Atri. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a été condamné à 1 an de prison ferme ce lundi 13 mars à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les 3 juges de la cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des bébés nigérians. Ama Amadou était poursuivi pour complicité, mais ce chef d'accusation a été requalifié en recel d'enfants selon la décision du juge. Ahmed Traoré, Sylvie Touré. 1 an de prison ferme pour Ama Amadou. Le verdict du procès du principal opposant est tombé ce lundi. Ama Amadou a été condamné par la cour d'appel de Niamey, ce pour sa supposée implication dans un trafic international de bébés. Une décision que conteste son avocat
en l'absence de l'accusé installé en France. Je ne suis pas surpris de la condamnation à partir du moment où les exceptions les plus élémentaires, les plus d'ordre public ont été balayées d'un revers de main par la Cour. Donc pour moi, le reste de la condamnation ne m'intéresse pas. Je suis convaincu qu'ils allaient arriver à cela. Cette affaire de trafic d'enfants, dans laquelle une vingtaine de personnes sont impliquées, empoisonne le climat politique nigérien depuis 2 ans. Pour les partisans d'Ama Amadou, il s'agit d'une cabale contre l'opposant, arrivé néanmoins 2e à la présidentielle de 2016, quoique n'ayant pas battu campagne, car absent du pays pour des raisons de santé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.